Je vais vous parler de la signature dans le champ de gravité de processus de subduction dans le manteau à différentes échelles de temps, plus lentes et plus rapides. Alors, comme on va parler de dynamique interne, je vais commencer par rappeler que la Terre est formée d'une croûte rigide, d'un manteau au comportement de fluide visqueux sur les temps longs et un noyau source du champ magnétique, et que la convection du manteau évacue la chaleur interne vers l'espace extérieur. Et c'est une planète qui présente la particularité d'être tectoniquement active, d'accueillir la vie et de l'eau sous ses trois phases solide, liquide et gaz. Alors cette planète est le siège de mouvements et de transferts de masse plus lents, quand on considère par exemple des mouvements de convection en profondeur dans le manteau, où ici j'ai représenté en bleu une anomalie de masse lourde qui va donc descendre, plonger et entraîner avec elle un courant visqueux descendant qui va tirer la surface vers le bas et appuyer sur la frontière avec le noyau et générer ainsi des déformations. Et le signal de gravité qu'on observe est la résultante de ces différents termes. Et c'est aussi une planète siège de variations de masse qui peuvent être beaucoup plus rapides quand on considère par exemple le cas d'un grand tremblement de terre, représenté ici à une frontière de plaque en subduction où une plaque océanique va plonger sous une plaque ici continentale. Et là, les variations de gravité vont résulter d'une part de déplacement des interfaces en densité, donc ici par exemple la surface, le fond océanique et la surface topographique, et puis de variations de densité dans le volume. Par exemple, la croûte ici de la plaque continentale va se dilater au moment du séisme et la somme des deux génère une variation de gravité. Et tous ces mouvements à différentes échelles de temps et d'espace sont couplés entre eux par la théorie de la tectonique des plaques, qui est la première théorie à introduire la Terre comme un système couplé, dans lequel les mouvements à la surface interagissent avec une dynamique interne profonde, que l'on appréhende souvent à travers des cartes d'anomalies de vitesse sismique, comme celle-ci, donc anomalie rapide, anomalie lente, et que l'on va chercher à interpréter en termes de dynamique. Et dans cette dynamique, les anomalies de masse jouent un rôle moteur, parce que ce qui est léger tend à monter et ce qui est lourd tend à descendre. Et les échelles de temps couvrent un vaste spectre en raison des propriétés rhéologiques des matériaux terrestres, c'est-à-dire la façon dont les roches se déforment, qui peuvent être, pour certaines, cassantes à courte échelle de temps et fluides à plus grande échelle de temps. Donc ça induit une multiplicité d'échelles de temps. Alors, de nombreuses questions se posent, et une qu'on va considérer un petit peu plus spécifiquement dans cet exposé, ça va être de comprendre l'occurrence des phénomènes extrêmes qui se produisent dans ce système, comme celui des séismes en zone de subduction. Alors, pour expliquer un petit peu le processus dans ces zones, on a une plaque océanique qui va plonger et entraîner avec elle la plaque continentale qui est couplée. C'est-à-dire que l'interface entre les plaques ici, représentées en rouge, est bloquée et la plaque continentale va suivre le mouvement en quelque sorte de la plaque océanique, ce qui induit entre les séismes un recul et un soulèvement qui vont être finement suivis par les mesures de géodésie. Et puis, lors du séisme, on a relâchement et donc glissement relatif des deux plaques avec progression du mouvement en profondeur. Et en fait, notre image de ce système est incomplète parce qu'on a plus de mal à décrire le mouvement dans le domaine océanique et en profondeur que celui au niveau de la plaque continentale qui, lui, est finement décrit. Aujourd'hui, l'instant et la taille d'un tremblement de terre restent difficiles à déterminer avec une précision suffisante.
Alors, donc on se pose des questions sur ce qui peut se passer un petit peu plus en profondeur, et en effet, au niveau de ces zones frontières, c'est tout un spectre de mouvements qui se produit, avec non seulement des ruptures sismiques, mais aussi, par exemple, ici sur la subduction des cascades au nord de l'Amérique, des glissements non sismiques avec un mouvement de la plaque continentale nord-américaine qui suit la plaque océanique, donc un mouvement vers l'est, et puis tous les 13 à 16 mois, elle inverse son mouvement pendant quelques semaines et se met à se déplacer en direction de l'océan avant de reprendre son déplacement vers l'est. Et ce phénomène se réitère donc tous les 13 à 16 mois. Il a été observé par géodésie, par déplacement de la surface, et modélisé comme mettant en jeu quelques centimètres de glissement à l'interface des plaques vers 25 à 45 km de profondeur. Donc, ce qui va nous interroger sur ce qui se produit plus en profondeur de ces zones frontières. Et encore un petit peu plus en profondeur, c'est une observation faite par un géophysicien japonais, Monsieur Mogi, qui a remarqué au niveau de la zone de subduction du Japon et des Kouriles, qui est représentée ici par la ligne noire, et vous avez en tiré les isoprofondeurs de la plaque pacifique subduite, donc 200, 300, 400, 500 km, qui a remarqué que précédant des événements de forte magnitude, des séismes de subduction de forte magnitude près de l'interface, à faible profondeur, pendant les mois, à la période allant de quelques mois à 2 ans précédant ces événements, il a noté l'occurrence de séismes profonds, donc dont l'épicentre est d'au moins 200 km de profondeur, avec une magnitude supérieure à 5, ce qui nous interroge sur la façon dont la plaque subduite poursuit son mouvement en profondeur et se couple à la surface. Si on continue d'avancer dans le système et de descendre, on revient en fait à une observation qui a plusieurs décennies, qui est celle du géoïde à grande échelle. Donc le géoïde, c'est l'équipotentiel du champ de gravité terrestre qui se confond avec le niveau moyen des océans au repos. Et il a été observé il y a déjà plusieurs décennies que les creux du géoïde à grande échelle coïncident avec un anneau de vitesse rapide, de vitesse sismique rapide dans le manteau inférieur qui fait le tour du Pacifique et qui suit une ceinture de subduction présente et passée. Ça a été interprété en termes de structure thermique du manteau profond associé au processus de subduction et a fourni des renseignements sur le profil radial de viscosité de la Terre. Et donc en fait, on va chercher à mieux décrire cette dynamique profonde et à interpréter régionalement ces images de tomographie sismique où on a des zones de vitesse lente qui peuvent indiquer peut-être du matériel froid, lourd et donner des vitesses rapides, et des zones de vitesse rapide qui peuvent être la signature de matériel, des zones de vitesse lente qui peuvent être la signature de matériel plus chaud et plus léger. On va chercher à interpréter tout cela en termes de dynamique. Et pour ça, on aura besoin d'informations sur la masse et le champ de gravité. Alors, dans cet exposé, on va donc chercher à apporter des observations et placer des points pour relier les manifestations globales aux échelles géologiques de la dynamique terrestre avec des manifestations locales extrêmes, telles qui se produisent lors de grands tremblements de terre. Donc, aux échelles géologiques, à affiner l'image que l'on a de la structure interne et apporter des observations qui permettront d'avancer dans son interprétation en termes de dynamique. Et à des échelles de temps plus courtes, d'étudier ce qui peut se passer autour d'une grande rupture et ce qu'il peut y avoir comme mouvement lent, épisodique, éventuellement en profondeur.
Alors pour ça, on va utiliser la gravité et en particulier les observations de gravimétrie spatiale par les satellites GRACE et GAUSS. Donc le champ de gravité terrestre qui est généré par l'intégralité des masses du système Terre a donc l'avantage et l'inconvénient, les deux à la fois, de nous renseigner sur la structure et le mouvement à toutes les profondeurs. Et donc, d'une manière qu'on pourrait trouver significative, les premières images du géoïde, les premières harmoniques à bas degré du géoïde, qui ont été obtenues par l'analyse des orbites des satellites, ont été découvertes à l'heure précisément où l'acceptation de la théorie de la tectonique des plaques renouvelait l'intérêt pour les modèles de convection. Donc là, depuis, on a beaucoup progressé et avec GRACE, on est capable de suivre les variations au cours du temps du champ de gravité terrestre avec une résolution temporelle qui varie entre une semaine et un mois et puis une résolution spatiale de quelques centaines de kilomètres. Et puis avec GAUSS, on réintroduit à l'échelle du globe la dimension vectorielle de la gravité terrestre qui est souvent beaucoup analysé en termes d'intensité, de façon scalaire, en termes d'intensité de la gravité. Et là, on va s'intéresser au taux de variation dans l'espace du vecteur de gravité et en dériver beaucoup d'informations. Donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, au premier ordre, le vecteur G est aligné proche de la direction radiale ou normale à l'ellipsoïde, mais que quand on a une anomalie de masse à l'intérieur de la Terre, les équipotentiels du champ créé se déforment, et puis le vecteur gravité, non seulement son intensité augmente quand on s'approche de la source, mais sa direction se défléchit légèrement en direction de la source. Et la gradiométrie, c'est la mesure des taux de variation des différentes composantes de ce vecteur gravité dans les différentes directions de l'espace. Et ces déterminations vont nous renseigner beaucoup plus finement sur la géométrie des sources. Alors les mesures de gradiométrie, leurs sources remontent à l'expérience de Cavendish, puisque les premiers instruments pour mesurer ces variations spatiales de G sont des balances de torsion qui dérivent de ce principe de la balance de Cavendish, où on a une barre avec deux petites masses au bout de la barre qui est suspendue au bout d'un fil et qui va se mettre à tourner pour prendre une position d'équilibre. Ici, dans l'expérience, on a placé deux grosses masses sur les côtés qui vont attirer les petites masses et provoquer la rotation de la barre à l'origine pour déterminer en fait la densité de la Terre, ce qui avait été fait avec une précision assez remarquable, une densité moyenne de 5480 kg par mètre cube, proche des valeurs actuelles. Et donc, les balances de torsion ont servi ensuite à déterminer les gradients de gravité, selon le principe qu'en fait, l'attraction gravitationnelle exercée sur chacune des petites masses au bout de la barre n'est pas la même, et ça va provoquer une rotation de la barre. On le voit sur cet exemple simple où on suppose que le champ de gravité, le géoïde, a la forme d'un cylindre. L'équipotentiel présente une courbure, elle a la forme d'un cylindre, le champ qu'elle crée est perpendiculaire au cylindre, donc si je le projette dans la surface horizontale tangente au cylindre et que je regarde depuis la position de l'observateur, le petit g créé par associé à cet équipotentiel diminue quand on s'approche de l'axe et va exercer un couple sur les deux masses et la barre va s'orienter et donner la courbure du géoïde. Et quand on affine le dispositif en suspendant les masses non pas exactement au bout mais suspendues à des câbles de longueurs différentes, on obtient également des gradients de gravité. Et ces gradients vont nous renseigner sur la géométrie des sources d'une manière intéressante,
Le principe est simple, donc ici vous voyez toujours l'excès de masse avec la variation de potentiel qu'elle génère, donc un maximum à l'aplomb de la masse, le vecteur petit g qui est perpendiculaire à l'équipotentiel, et puis en bleu sa projection selon un axe X transversal qui coupe transversalement la source, qui va augmenter, puis passer par 0 à l'aplomb de la source, diminuer et tendre à nouveau vers 0. Et quand on redérive une seconde fois, on obtient Gxx, qui est le gradient de gravité dans la direction X, qui est une dérivée directionnelle, en fin de compte, du potentiel seconde du potentiel et dérivée première de Gx, et qui va nous souligner la position et la géométrie de cette source beaucoup plus précisément que l'anomalie du géoïde. C'est pour ça qu'on a une information géométrique qui est riche sur les variations du champ. Vous voyez ici un autre exemple où on a une source en forme de parallélépipède, un petit peu en profondeur. Et ici, vous avez le signal sur le géoïde qu'elle crée. Et dans un repère sphérique, ER, Eθ, Eφ, vous avez les différentes composantes du tenseur gradient de gravité pour les différentes coordonnées qui vont souligner les variations du champ créé par cette source dans la direction perpendiculaire à la direction de dérivation, ce qui explique qu'on va souligner certains bords sur certaines composantes et pas d'autres. Et donc, ce faisant, on décrit finement, en fin de compte, la géométrie du champ. On vient compléter, pour les informations déduites du géoïde et de l'intensité de la gravité, pour décrire plus complètement une source, en combinant des informations sur sa localisation et sa masse qui dérivent plus naturellement du géoïde et de la gravité, avec des informations sur sa forme. Vous voyez ici un autre exemple tiré en fait de l'exploration de la subsurface, où les auteurs ont comparé en pointillé les gradients de gravité causés par une source trapézoïdale pour deux inclinaisons différentes des côtés du trapèze. Et là où l'anomalie gravimétrique garde une forme relativement proche, le signal en gradient diffère beaucoup plus nettement. Donc je suis juste en train de dire qu'en fait, on caractérise plus précisément la géométrie des anomalies et que celle-ci se relie à celle des sources. Et c'est comme ça qu'on va résoudre plus finement la structure du sous-sol. Et alors avec le satellite Gauss, on va revenir à notre questionnement initial et en fait on a appliqué le même principe mais cette fois-ci à l'échelle du manteau. Cette mission, elle a volé de 2009 à 2013. Son objectif initial était, par ces mesures de gradient de gravité, d'obtenir un géoïde à haute résolution pour étudier les courants océaniques et la structure de la lithosphère. Donc la mission a embarqué, elle est volée sur orbite basse, à environ 250 km d'altitude, ce qui permettait d'avoir une grande sensibilité aux détails fins du champ, avec une orbite suivie par GPS, et elle a embarqué un gradiomètre, donc la version moderne de la balance de torsion, qui était formée de trois paires d'accéléromètres disposés selon trois axes perpendiculaires qui permettaient de déterminer les variations de gravité à l'intérieur du satellite même et d'en déduire des gradients de gravité à des échelles inférieures à typiquement 750 à 1000 km. Et donc, ce qu'on a fait également, ça a été non pas d'utiliser le géoïde qui a été produit par cette mission, mais directement les gradients qui ont été mesurés à l'altitude de l'orbite. Et avec l'idée d'appliquer ce même principe de résolution des anomalies de masse, mais cette fois-ci à plus grande échelle, pour aller chercher des formes communes, des géométrie commune avec ce qu'on observe en sismologie. Alors, on a en effet observé, alors là,
je vous présente une carte qui est une carte de gradient de gravité selon la direction X. Alors la direction X, elle pointe vers le nord dans un repère sphérique. On est sur le repère sphérique local où X pointe vers le nord, Y pointe vers l'ouest et Z est la direction radiale. Donc, ces gradients selon X en chaque point, la direction nord en chaque point, vont souligner les structures est-ouest dans le champ de gravité, avec une forte résolution sur les structures est-ouest et à des échelles intermédiaires parce qu'on s'est placé en altitude. Et on voit apparaître des signatures assez marquées tout le long de l'Himalaya et ici jusque dans les Alpes et ici le long de la subduction de l'Indonésie. Et si on se place en nord-sud, on voit surgir de grandes anomalies qui forment des grandes bandes qui traversent du nord de l'Amérique jusqu'au sud en passant à travers les frontières océan-continent avec une composante en mer et une autre ici qui part du continent asiatique, se poursuit dans l'océan Indien et descend jusque l'Antarctique. On voit surgir cette structure du champ et donc des masses selon la direction préférentielle nord-sud, ouest-ouest, beaucoup plus fortement que quand on considère une carte du géoïde. Et là, on voit les mêmes cartes lissées à une résolution de 5 degrés, où on observe ces grandes bandes dans les gradients de gravité, donc le long en fait, d'anciennes limites de plaques. Ici, vous voyez en blanc, en gris et en noir les positions de la subduction entre la plaque pacifique et nord-américaine pour différentes époques, en remontant jusqu'à 180 millions d'années à peu près pour les noirs, et puis les blancs, c'est la position actuelle, qui conserve cette orientation nord-sud de manière très stable, qui suit les anomalies qu'on observe. Ici, on en a une grande, on a la grande là, qui traverse toute l'Asie, le long de cette ancienne frontière. Et puis, on a en est-ouest une anomalie qui suit une ancienne frontière de l'océan Thétis. Alors, on a comparé ces signaux de gravité aux prédictions d'un modèle où on a utilisé des reconstructions faites par Lisgo Bertoloni et Richards, des reconstructions de l'histoire des plaques sur les 200 derniers millions d'années. Et puis, on fait plonger la plaque verticalement, avec une vitesse verticale dans le manteau. On suppose une structure avec une augmentation de viscosité à la base de la zone de transition qui provoque un ralentissement d'un facteur 4 de la vitesse de la plaque qui plonge, et puis un étalement d'un facteur 4 aussi. Avec cette modélisation simple, on calcule le signal gravimétrique associé, attendu, et on le compare à l'observé, où vous voyez les mouvements des plaques sur les 180 derniers millions d'années avec cette stabilité de la ceinture de subduction tout autour de l'océan Pacifique. On garde la même orientation. Et quand on compare les gradients observés aux gradients modélisés, on retrouve des anomalies assez proches de celles qu'on observe, avec des petites différences tout de même, parce que le modèle n'est pas parfait, et c'est l'intérêt aussi de pouvoir l'améliorer. Mais ici, cette grande bande nord-sud qui traverse tout le continent américain, ou là, sur l'Asie, les signaux sur l'Asie et l'océan Indien qui se représentent. Ici, on a une résolution à faible profondeur qui est insuffisante pour générer cette anomalie-là, mais on retrouve bien celle de la subduction au niveau de l'Indonésie. Et donc comparant également à des modèles de croûte, on a un bon accord qui suggère que ce qu'on observe pourrait bien être représentatif de la structure de masse associée à l'histoire des subductions, mais avec une résolution plus forte en profondeur dans le manteau. Et alors, si on regarde, on cherche à savoir comment est-ce qu'on perçoit
les masses, en fin de compte, qu'est-ce qu'on voit plus précisément. Donc on a mis plein de petits éléments de parallélépipèdes qui représentent des éléments de plaques à différentes profondeurs, et en faisant varier les profondeurs, on a calculé le signal gradiométrique associé pour voir comment est-ce qu'on percevait une source selon sa gamme de profondeur, en considérant également les courants visqueux qui sont induits, et on s'est aperçu qu'on avait une information extrêmement riche, parce qu'à la fois on combinait le fait que plus la source est près de la surface, mieux elle est résolue, et donc on a des oscillations qui délimitent les bords qui apparaissent, et que plus elle est en profondeur, plus l'anomalie devient lisse, mais également elle change de signe en raison des courants induits et des déformations dynamiques d'interface qu'elle génère. Donc on combine à la fois un changement de signe et un changement de forme qui portent une information assez riche pour aller contraindre la structure de masse, et qui nous aide à comprendre les corrélations qu'on observe avec la tomographie sismique, qui sont cohérentes, puisque on retrouve pour le nord de l'Amérique, pour l'Amérique, une correspondance entre l'anomalie en gradient et puis une anomalie de vitesse rapide associée à la subduction de l'ancienne plaque Farallon vers 900 à 1600 km de profondeur ici, et qui est calée à peu près comme ce qu'on attend sur notre calcul synthétique, où on a la source qui doit se placer au milieu sur le négatif et les positifs autour, les oscillations positives autour, et c'est bien ce qu'on observe là. Et au niveau de l'Asie, on retrouve une correspondance entre le signal en gradient et des anomalies de vitesse rapide plus en profondeur qui vont être calées à peu près dessus. Et ce qui correspond plutôt bien à une situation comme celle-là, où le signal est à l'aplomb de la source. Donc ça nous ouvre des possibilités, après, en termes d'analyse quantitative, pour suivre la trajectoire des plaques quand elles progressent dans le manteau, les zones d'accumulation, les échanges entre manteaux supérieurs et inférieurs, et les anciennes positions des frontières. On a fait une première analyse quantitative où on a calé la géométrie de la source à l'aide de modèles tomographiques ou de reconstruction géodynamique, et on a ajusté la viscosité pour ajuster les amplitudes. C'est un exemple de travaux de Marianne Greff et co-auteurs, et où on a obtenu une augmentation de viscosité dans de nombreux modèles qui ont tourné sur la partie supérieure du manteau inférieur. Ce qui a des implications sur le développement de la dynamique. Et maintenant, je voudrais revenir un petit peu plus près de la surface, maintenant qu'on a regardé un peu des signatures un peu plus profondes à résolution régionale. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur les manifestations rapides extrêmes de cette dynamique profonde, avec la question de quelles sont les forces qui gouvernent les mouvements en frontière de plaques. Et là, on utilise GRACE et le suivi des variations temporelles du champ de gravité et du géoïde, comme vous voyez représenté ici par une série de modèles de champ qui sont produits par Jean-Michel Lemoine et ses collègues, ici même, où on a des variations de l'ordre de plus ou moins 1,5 cm sur le géoïde, où vous reconnaissez un signal saisonnier associé au cycle de l'eau sur les grands bassins hydrologiques, ou une fonte des glaces sur le Groenland. Et nous, on va chercher à extraire des signaux associés à la dynamique de la Terre solide au milieu de tout cela, en particulier pour se poser la question de ce qu'on peut dire sur le processus de subduction, mais cette fois-ci à des échelles mensuelles à décennales, donc beaucoup plus rapides que celles qu'on vient de discuter précédemment. Et en particulier, est-ce qu'on peut détecter des mouvements épisodiques, pas seulement près de la surface, mais aussi un peu plus en profondeur, puisque c'est un avantage de la gravimétrie que d'être sensible à ce qui se passe également en profondeur.
Donc, comment est-ce qu'un séisme se manifeste dans le champ de gravité? Ici, vous avez des exemples sur le séisme de Sumatra de 2004 qui ont été tirés de l'analyse des données GRACE, où on a un signal cosismique, donc la variation quasi-statique du champ associée à la rupture qui comporte une diminution de gravité sur la plaque continentale et une augmentation au niveau de la plaque océanique, reflétant à la fois les déplacements verticaux et puis ici, comme ça a été montré par l'étude de Hahn 2006 et d'autres qui ont suivi, une dilatation de la croûte. Et en fait, comme cette dilatation se produit sur des grands volumes, on a un signal à grande échelle. Et ça correspond à ce qu'on perçoit, puisque comme on est depuis l'altitude satellitaire, on est très sensible en fait aux phénomènes régionaux, au déplacement de masse à grande échelle. Donc là, on va être très très sensible, beaucoup plus que par une observation au sol, à cette composante de dilatation crustale, parce qu'elle implique un grand volume. De la même manière et pour la même raison, on est sensible au processus de relaxation post-sismique et on a vu, pour le cas de ce séisme, que dans les années qui ont suivi la rupture, là vous voyez une variation du champ de gravité ou du géoïde, en septembre, depuis juin 2005 jusqu'à septembre 2005, mars 2006, septembre 2006 et septembre 2007, où on voit une augmentation progressive de la gravité le long de la subduction, mais encore une fois à grande échelle. Et ça, c'est vraiment la particularité de ce qu'on pourra voir depuis un satellite. Souvent, on dit c'est un inconvénient, on n'arrive pas à voir à haute résolution près de l'épicentre. C'est vrai, mais d'un autre côté, on a une très forte sensibilité à des échelles régionales qui, ici, étant donné l'emprise spatiale de l'anomalie, peuvent très bien s'expliquer par un rebond viscoélastique de tout le manteau suite à la rupture, mais qui implique tout le manteau supérieur, avec des viscosités relativement faibles de l'ordre de 10-19 pascal seconde. Donc ça, c'est la façon dont un grand séisme de subduction peut se manifester en période cosismique et post-sismique. Et puis donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi ce principe de gradiométrie. Encore une fois, est-ce qu'on peut aller plus loin et tirer plus d'informations en allant ajouter une information géométrique sur la forme des anomalies. En particulier, là, on s'est focalisé sur les orientations. Sauf qu'au lieu d'être sur l'orientation nord-sud, est-ouest des anciennes frontières de subduction qu'on a vues précédemment, maintenant on est sur une zone de subduction, dans le cas du séisme de mars 2011 au Japon, qui n'est ni nord-sud ni est-ouest, mais un peu incliné, et on va aller chercher à amplifier, à détecter des variations de gravité qui s'alignent avec cette frontière-là et qui pourraient du coup être indicateurs de déformation au sein de la Terre solide selon leur géométrie, plutôt que dans les enveloppes fluides externes. Et donc, c'est ce qu'on a fait en reconstruisant des gradients de gravité à partir des géoïdes de Grace, mois par mois, et en étudiant les variations au cours du temps de ces gradients de gravité. Alors, à quoi va ressembler maintenant dans les gradients de gravité le signal d'un séisme? Donc là, on se place au large du Japon. On a pris un cas synthétique qui n'est pas supposé être réaliste. On a mis un glissement de 1200 km, un plan de faille de 1200 km de long sur 100 km de large, incliné à 30 degrés. Et on a mis 10 mètres de glissement, c'est une très grosse magnitude. Et on a obtenu le signal sur le géoïde à haute résolution. Et après, on a calculé le signal en gradient de gravité, cette fois-ci en extrayant différentes échelles spatiales et en faisant tourner le repère dans lequel on calcule les gradients de gravité pour aller amplifier les signaux, donc toujours dans la direction orthogonale à la direction de dérivation, le long de la direction de la frontière de plaque. Alors, ici, donc,
vous voyez le cas où le signal en gradient est exprimé dans des repères sphériques ER, Eθ, Eφ que l'on va petit à petit faire tourner, ici de 20 degrés par rapport à l'orientation classique, 40, 60, 80, et vous avez le signal en gradient qui évolue et qui montre un maximum d'intensité lorsque le repère est aligné avec la source, est perpendiculaire à la source. Sachant qu'ici, on a appliqué un filtrage en ondelettes pour se focaliser uniquement sur les moyennes échelles, parce que notre propos ici n'était pas de focaliser sur les détails haute résolution près de l'épicentre, mais d'aller regarder si on pourrait trouver des mouvements épisodiques un peu plus profonds, donc un petit peu plus grande échelle. Donc on s'est focalisé sur des échelles régionales, qui est là où Grace est extrêmement sensible justement, et où on ne regarde pas souvent. On n'est pas allé à plus grande échelle parce qu'après les signaux disparaissent, il n'y a plus rien à analyser, et à plus petite échelle, ils se concentrent près de l'épicentre, et là on voit la composante locale, mais qui n'était pas celle qu'on souhaitait analyser dans ce travail, mais qui est tout à fait exploitable. Donc là, on a cherché à faire surgir des anomalies de gravité moyenne échelle le long de la frontière de Planck, et on a obtenu des séries temporelles de gradients de gravité pour différentes orientations du repère et différentes échelles spatiales. Et ensuite, on a étudié la variabilité temporelle des séries obtenues pour chercher des décrochements anormaux à des périodes proches de l'instant de rupture, donc mars 2011. Quand on a un décrochement dans la série, comme ici sur une série qui est près de l'épicentre, si on peut l'amplifier en faisant alors l'équivalent de calculer le taux de variation de la série temporelle. Au lieu de faire des taux de variation spatiaux, on fait des taux de variation au cours du temps. Et donc quand on a un saut brutal, on a un taux de variation maximum. Ce qu'on observe par tous ces pics qui correspondent en réalité à une transformée en ondelette à différentes échelles de temps, mais c'est à ça que ça revient. Ça revient à étudier le taux de variation de la série lissée à différentes échelles de temps. Et donc ici, par exemple, sur ce point, on fait ressortir une variation anormale en forme de marche d'escalier qui est centrée en mars 2011. Et on s'est aperçu dans ces analyses que certains de ces décrochements se produisaient à différents moments proches de la rupture, mais pas toujours exactement au moment de la rupture, et en particulier un petit peu avant. Ce qui nous a permis de mettre en évidence tout un motif de variation cohérent dans le champ de gravité à travers les gradients de gravité associés à cette rupture à des échelles spatiales intermédiaires. On est quand même à, là ici, 1400 km. On est à des échelles plus grandes que celles auxquelles on étudie d'habitude ce genre de signal. Et on observe un motif cohérent là au mois de mars 2011, le mois de la rupture, où on retrouve ces deux lobes, mais quelque chose de très étendu tout le long de la subduction régionale, y compris en mer, et on a observé un comportement cohérent du champ de gravité sur les mois qui précèdent la rupture et qui se démarque du comportement usuel sur la zone et ailleurs. Et si on zoome, qu'on va cette fois-ci se recentrer autour du Japon, qui est là avec l'épicentre indiqué par l'étoile, on voit donc toute une dynamique de variation qui se déploie, qui s'initie quelques mois avant la rupture à échelle régionale, qui se poursuit toujours à échelle régionale pendant la rupture, avec une propagation du côté océanique de la subduction, avant de reconcentrer petit à petit, d'abord sur la fosse et puis ensuite en mer au large de l'épicentre. Donc c'est une image originale de cet événement parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des signaux à échelle aussi étendue, sur des zones aussi étendues, associés à un déplacement plus localisé et des variations de gravité qui s'initient un petit peu avant la rupture. On peut le voir sur les séries temporelles. Ici, vous avez une série temporelle sur un point sur l'île de Hokkaido au nord du Japon,
où on retrouve bien le cycle annuel, été-hiver, qui ici est le cycle d'enneigement, où on a un minimum chaque année vers les mois de février-mars, à la fin de l'hiver, parce qu'on a un changement de signe dans le signal en gradient par rapport au signe de la source. Ce minimum en gradient indique en fait un excès de masse qui se produit chaque année à la fin de l'hiver et qui, vu sa localisation spatiale sur les chaînes, les zones où il neige beaucoup, peut être tout à fait cohérent avec un signal d'enneigement. Et à l'hiver 2010-2011, on perd le minimum, on ne l'observe pas, ce qui indique on a une augmentation en gradient de gravité qui dénote très fortement avec tout ce qu'on observe sur les 7 années précédentes avant de repartir sur le cycle annuel. Et ça se voit très bien, après soustraction du cycle annuel, c'est semi-annuel sur le graphique du bas, où après plusieurs années d'une série assez stable, avec une pente qui est faible et qui est constante, on a une augmentation très forte et progressive pendant au moins 4 mois, avant de restabiliser sur des valeurs hautes. Ça, on l'a observé, on a observé plein de points, on l'a retrouvé sur tous les points de ces anomalies, donc au nord du Japon, dans les zones enneigées l'hiver, dans la mer du Japon, donc à l'ouest, et puis au sud de Tokyo, sur l'archipel Izu-Bonin, qui est en fait ici, cette zone-là. Et où là, on a à nouveau un comportement très anormal des séries. Et quand on soustrait le terme cosismique et post-sismique que l'on a estimé par notre modèle qui est basé sur un fit linéaire par morceau des séries temporelles, on retrouve une persistance de valeurs hautes ou ici de valeurs basses. Donc le mouvement que l'on observe sur les mois précédant la rupture laisse une signature persistante. Donc on a conduit tout un tas d'études que je n'aurai jamais le temps d'expliquer là, pour tester les sources possibles de ces anomalies et à partir de leur amplitude anormale, de leur forme et de leur localisation, arriver à la conclusion qu'elles ne s'expliquaient pas bien par le cycle de l'eau et par les motifs de bruit présents usuellement dans les géoïdes. Ce qui nous a conduit à étudier la possibilité qu'elles reflètent une déformation de la Terre solide associée à la rupture et qui se produit à des échelles véritablement régionales. Donc on part de deux caractéristiques de ces anomalies. La première, c'est qu'elles s'alignent avec la direction régionale de la subduction. Et puis la deuxième, c'est qu'elle se propage du côté profond vers la surface et l'intérieur des plaques océaniques. On a une propagation d'ouest en est qu'on peut observer ici si on fait une coupe. On fait une coupe des anomalies gravimétriques selon ce profil représenté là, qui tape à peu près perpendiculairement dans les anomalies. Et puis pour chacune, pour chaque époque, avant, pendant et après, on représente la localisation latérale, donc en abscisse, et puis temporelle en ordonnée, et on illustre à nouveau ce déplacement qu'on voit déjà sur la première séquence d'ouest vers l'est. Et donc avec ces deux caractéristiques, on propose que ce qu'on observe pourrait refléter un mouvement des plaques qui s'initie en profondeur avant la rupture, quelques mois avant, et qui se poursuit vers la surface et atteint l'intérieur des plaques océaniques et qui est concomitant, qui reflète une déformation régionale propagée de la profondeur vers la surface dans le système de subduction, et la rupture intervient comme l'événement extrême au sein de toute cette séquence de mouvements. Dans un scénario comme celui-là, cette anomalie présismique peut refléter une extension de la plaque plongée, la plaque pacifique plongée, vers 250 km de profondeur. On note qu'elle précède une accélération de la sismicité qui a été notée dans les 2 mois précédant la rupture, un petit peu plus près de la surface. Et cette extension
en profondeur, elle peut représenter un étirement donc, de la plaque à mesure qu'elle progresse et qu'elle avance dans le manteau. Donc en termes de mouvement, pour se représenter un petit peu l'amplitude du mouvement, parce qu'une anomalie gradiométrique, c'est pas toujours facile de se représenter à quel glissement, à quelle quantité de mouvement ça correspond. On a fait un modèle équivalent très simple où on place un étirement en forme de faille normale dans la plaque plongée et on s'aperçoit que le signal qu'on observe est en gros à peu près équivalent à un événement de magnitude 8,4 qui serait dilué sur plusieurs mois et donc dans tout le slab à échelle régionale. Donc ça s'explique, ce sont des modèles qui ne sont pas nouveaux en disant que la partie profonde de la plaque tire et exerce une traction gravitationnelle et plus près de la surface, comme l'interface des plaques est couplée, le mouvement est ralenti et à mi-profondeur dans le manteau supérieur, vers 250 km de profondeur, la plaque est en extension avant une rupture. Donc, je vais me dépêcher de finir. Un dernier point que je voudrais soulever, c'est la comparaison avec les déformations de surface. Donc là, on a vu un signal gravimétrique assez étendu autour d'une rupture. On peut se demander quels sont les déplacements de la croûte à la surface. On n'a pas observé de déplacement crustaux, enfin en tout cas reporté dans la bibliographie, il n'y a pas de déformation crustale compatible avec le signal gravimétrique qui est présenté. Ce qui a été relevé dans certains articles dans les années et les mois précédant la rupture, ce sont des mouvements beaucoup plus localisés à des échelles de temps différentes et des échelles spatiales différentes qui n'ont rien à voir avec celles qu'on observe en gravimétrie. Donc on a cette remarque sur la partie avant la rupture et en fait on la retrouve aussi sur la partie pendant la rupture. Parce que si on regarde ce qui s'est passé pendant la rupture au mois de mars et que là aussi on compare l'anomalie gravimétrique observée avec celle qu'on attendrait de la géodésie, donc nous avons essayé deux modèles et en voici un par Minson et al. Qui est un modèle de glissement à l'interface de la plaque Pacifique et de la plaque Eurasie. Et donc ce modèle de glissement est contraint par des déformations à la surface et en fond de mer et des données de tsunami. Et à partir du glissement estimé, nous on calcule la variation du champ de gravité et des gradients de gravité et on obtient des anomalies de gravité modélisées compatibles avec les déformations crustales. Et donc les voilà ici, elles s'alignent comme attendu avec la direction locale de la subduction, c'est logique vu les déplacements GPS. Et là encore, on retrouve une différence assez notable avec les anomalies Grace qui, elles, sont beaucoup plus inclinées. L'orientation de l'anomalie Grace suit la direction régionale de la subduction, là où celle des anomalies issues des déformations crustales suivent la direction locale. Et on a une emprise qui est beaucoup plus large et qui suggère un mouvement beaucoup plus étendu en profondeur et qui n'a pas pu être inféré à partir des déformations de la croûte parce qu'il y a eu peu de signatures au niveau des déformations de la croûte. Mais néanmoins une signature gravitationnelle qui est bien présente et qu'on voit ici aussi si on considère les anomalies gravimétriques à plus grande échelle. L'anomalie Grace s'étend beaucoup plus largement en mer et elle traverse deux plaques océaniques, la plaque Pacifique et la plaque Philippine, là où ce qu'on déduit des déformations crustales reste concentré sur le Japon. Donc ça nous soulève la possibilité que autour d'une rupture, il y a tout un motif de déplacement, y compris profond, qui va générer peu de déformations à la surface, ce qui nécessite la présence de couches très très déformables autour de la plaque qui plonge, mais que l'on détecte par gravimétrie. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et puis dire simplement que donc là, on a positionné deux points
sur cette ligne pour relier les manifestations globales et les manifestations plus locales de la dynamique terrestre. On est allé placer 2 points. Un qui concerne les échelles géologiques où on augmente la résolution spatiale à laquelle on peut suivre le mouvement aux échelles géologiques, et un qui concerne les échelles de temps plus courtes où là on augmente la profondeur, le volume sur lequel on peut détecter des mouvements épisodiques autour des frontières et des mouvements violents. Donc ce qui ouvre de nombreuses perspectives, pas mal de travail aussi à continuer. Voilà, pour caractériser maintenant de façon plus quantitative le transport de masse associé, chose qu'on a commencé, et puis poursuivre ces investigations de qu'est-ce qui peut se passer autour de ruptures géantes, en tout cas pendant la période d'observation de Grace, et a-t-on bien systématiquement le même genre de motif que l'on observe dans le champ de gravité. Voilà, je vais m'arrêter là.